Merci de m'accueillir. Donc, Mathieu Dupuis, chargé de mission hydromorphologie au syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières dans l'Aude. J'ai été technicien de rivière pendant 20 ans, donc dans la montagne Noire, qui est le dernier contrefort sud du Massif central. Donc, j'ai fait une présentation assez compacte, ça devrait aller assez vite, rassurez-vous. Essayez d'être concis. Merci Baptiste. Juste un petit rappel du contexte. Donc le PTB Aude donc a été créé aux suites en fait de terribles inondations en novembre 99 dans l'Aude qui avait fait 27 morts et énormément de dégâts. Et suite à ça, donc il y a eu toute une structuration des syndicats de rivière. Et bon, maintenant tout est structuré. Il y a, comme vous pouvez le voir, il y a 7 épages et puis un EPTB donc, qui gère tout ça, et on est assistant à maître d'ouvrage des épages. C'est un système un peu particulier qui est propre à l'Aude. Quand même, vous rappeler le contexte méditerranéen spécifique. Nous, on a des rivières vraiment extra-torrentielles, des crues extrêmes. C'est vrai que bon, quand j'entends un peu les autres intervenants sur les débits, nous, c'est vraiment exacerbé. C'est des choses qu'on connaît parfaitement. Un exemple, là, le 15 octobre 2018, donc sur le bassin versant dont je m'occupais, le Trapel, le village de Villegayenc. Donc, vous voyez un ruisseau de plaine qui prend sa source à 300 mètres d'altitude avec un débit moyen de 0,3 mètres cubes, donc 300 litres seconde, qui est monté en l'espace d'une nuit à 450 mètres cubes seconde. 650 maisons inondées, 4 morts, 15 morts sur le bassin versant en l'espace d'une nuit. Malheureusement, donc, des radars qui ne marchaient pas, des relevés de terrain à 500, 700 mm. Vous voyez une année de pluviométrie en 12 heures. Donc, évidemment, des dégâts économiques extrêmes, ponts, routes, maisons détruites, bon, voilà. Des productions agricoles ravagées, voilà, parce que, bah, on a des rivières complètement corsetées, on va y revenir, avec tous les effets que ça peut induire. Pourquoi nous, à la place, au départ, on s'est lancé dans une politique de gestion sédimentaire et donc de restauration hydromorphologique des cours d'eau? Déjà, on avait concrètement des demandes récurrentes de riverains et d'élus pour curer les rivières et enlever les dépôts de galets et d'alluvions. A contrario, on avait des phénomènes d'incision des lits fluviaux généralisés dans le département. Et évidemment, un décalage entre la perception du public qui demandait ces curages et puis nous, les professionnels de terrain, qui constations les incisions répétées de plus en plus marquées. Comme le SMAR s'était créé au lendemain d'inondations catastrophiques, et mon ancien directeur est un ancien ingénieur hydraulicien un peu à l'ancienne, donc on cherchait uniquement des solutions dans l'hydraulique dure, avec des bassins de rétention, des endiguements. La limite de tous ces dispositifs est économique et aussi tout simplement parce que quand vous avez une année de pluie en une nuit, vous avez beau avoir tous les endiguements, enfin, ça ne marche pas en fait. Enfin, je veux dire, ça marche, mais pas complètement. Voilà, donc on avait un peu des réponses incomplètes et puis on avait vraiment un manque de connaissance du fonctionnement des rivières torrentielles méditerranéennes. Ces phénomènes d'incision catastrophique, en haut à gauche, vous avez l'Orbieu, donc qui est la rivière qui draine les Corbières. Donc, qui était une rivière à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui avait un lit mobile très très bien approvisionné en sédiments de 150 mètres de large. Et là, vous avez le résultat de 70 ans d'incision, où maintenant, par endroit, on est à moins 7, moins 8 mètres. Voilà. Avec, évidemment, je ne vais pas revenir dessus, ça a été bien développé ce matin, tous les problèmes donc de disparition de sédiments. Là, vous êtes sur le substratum rocheux, qui est une espèce de marne, de molasse, où maintenant, c'est carrément la molasse et les marnes qui s'incisent avec des créations de marmites. Voilà. Tout est un peu exacerbé dû à la pluviométrie intense du bassin méditerranéen. Voilà, donc avec l'apparition de la roche-mère sur d'énormes linéaires.
avec bien sûr la dégradation des ripisylves qui se retrouvent complètement déconnectés des nappes d'accompagnement, les glissements de berges qui vont avec, et puis en général, oui, un assèchement de tous les milieux connexes. Voilà. Voilà, ça a été dit donc par Hervé Piguet en début de ce séminaire, tous les problèmes sur les ouvrages. Moi, je reviens toujours sur l'historique du bassin versant parce que bon, j'estime qu'il faut remonter à plusieurs siècles, enfin, au moins, même au niveau humain, à plusieurs générations pour pour faire prendre conscience aux gens des problèmes et des altérations hydromorphologiques. Il faut revenir aux arrière-grands-parents et pas simplement aux parents et grands-parents. Donc, vous voyez, tous les lits, la quasi-totalité des ponts dans l'Aude ont été repris, hein. Vous voyez en haut à gauche, on est sur le fleuve Aude, des ponts qui sont complètement noyés dans la grave, dans les alluvions, et puis des ponts repris en sous-œuvre systématiquement partout dans le département. Donc voilà, c'est aussi ça, le problème de disparition du matelas alluvial et d'incision. Il y a aussi tout un tas de conséquences économiques. Voilà, c'est quand même un coût pour les sociétés. Alors moi, j'ai eu la chance sur mon bassin versant, donc je m'occupais de la Clamoux, de l'Orbiel et du Trapel, donc des affluents de l'Aude, rive gauche dans le sud de la Montagne Noire. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser un premier achat foncier sur les bords de la Clamoux au début des années 2000. Donc c'était en 2003. Et puis par la suite, on a pu en aval acheter d'autres terrains. Et une deuxième opportunité, c'est de rencontrer un hydrogéomorphologue, la Gilles Arnaud Facetta, de l'Université Paris 7. Et on a pu mettre en place un partenariat et acquérir des données sur des temps un peu longs. Et moi, j'ai vraiment appris mon métier avec ce site pilote et le partenariat sur un temps long, donc avec ces chercheurs universitaires. Donc, comme ici et dans d'autres endroits, on a commencé à faire des injections de pic-tag, de transpondeurs, avant passif, maintenant actif. Et voilà, et on a vraiment tout le temps partagé systématiquement tous les résultats avec les élus dans les comités syndicaux. Voilà, le premier site, hein, en haut à gauche, vous voyez, c'était la crue de 99. Hein, bon, quand je vous parle de production agricole ravagée, vous voyez en haut à gauche une vigne complètement emportée par la crue. Et on a commencé à enlever les premiers murs, les premiers endiguements, qui n'étaient pas très vieux. Hein, tout ça, ça date de la fin du 19e siècle. Alors au début, voilà, on faisait plutôt, on étalait tout. On faisait, parce que on ne savait pas trop comment faire. Hein, c'était les premiers chantiers de restauration hydromorphologique. Maintenant, on fait les choses complètement différemment. Donc voilà, ça, vous connaissez les injections de galets. Donc voilà, après plusieurs crues morphogènes, donc 2011, 2017, 2018, on est passé sur la Clamoux d'un lit mineur de 8 mètres de large à un lit moyen de 40 mètres de large, avec un effet de resserrement du lit mineur. Et après plusieurs crues, on retrouve maintenant des alternances radier-mouille, alors qu'on était uniquement que sur des plats courants, avec des milieux complètement banalisés. La Clamoux en aval sur des tronçons qui ne sont pas restaurés. Hein. Vous voyez, donc voilà, ça n'a strictement rien à voir. Donc moi, je dis toujours à mes élus, si on ne voit pas le caillou, c'est que la rivière, elle ne va pas bien. Ça, c'est clair et net, enfin, surtout en milieu méditerranéen. Avec voilà, les substratums rocheux sur des longs linéaires et puis les protections de berges qui ne tiennent pas, quoi, hein, qu'il faut tout le temps reconstruire en permanence. Donc moi, mon boulot, et je crois vraiment en la vertu pédagogique et voilà, le fait de former continuellement les gens, c'est de réhabiliter les phénomènes d'érosion et de dépôt. Donc en gros, de faire accepter la normalité d'un comportement
normale, enfin, naturelle de la rivière. Ne plus voir les dépôts et les érosions comme des problèmes, mais comme une vertu, notamment pour la lutte contre l'incision. Restaurer la mobilité des cours d'eau. Nous, enfin, en tout cas, d'autant plus en milieu méditerranéen, mais je pense toutes les rivières du monde, à partir du moment où on est dans la plaine alluviale, une rivière qui ne bouge plus, c'est pas une rivière qui fonctionne bien. Hein. Enfin, je pense que c'est à peu près clair. Et puis surtout, recréer des lits moyens. Alors, les lits moyens, en termes de sémantique, moi, en 20 ans, au début, les dossiers composés, c'était restauration de champs d'expansion de crues, après restauration de l'espace de semi-liberté, restauration de la bande active. Maintenant, on est dans la restauration d'espace de bon fonctionnement. Moi, j'ai une approche un peu géographique, j'aime bien dire lit moyen. Voilà. Et c'est essentiel, cette interface, donc pour amortir déjà l'impact des crues, assurer une bonne circulation des sédiments. Et puis en fait, voilà, c'est que quand on avait dans les systèmes modernes, en fait, uniquement cette transition du lit moyen, mais un passage direct du lit mineur au lit majeur, bah, en fait, chez nous, en crue, bah, la rivière se servait des parcelles agricoles pour assurer tous les phénomènes de dépôt et d'érosion. Comme il n'y avait plus de lit moyen, elle les faisait dans les parcelles agricoles. Voilà. Donc, vous voyez le type de dégâts que nous, on peut avoir chez nous. Vous voyez les piquets de vigne qui sont complètement recouverts d'alluvions. Hein. Donc là, vous avez des épaisseurs d'1 mètre, 1,50 m de graves. Et puis, bah, bon, je pourrais vous en passer des centaines hein, de diapos comme ça, mais à 50 mètres plus en aval, bah, c'est des décapages de toute la terre arable. Donc, tous les phénomènes de dépôt et d'incision se faisaient dans les parcelles agricoles parce qu'il n'y avait plus cette interface de lit moyen. Donc voilà, vous comprenez bien, nous, notre entrée, elle n'a pas été du tout biodiversité, elle a été inondation et incision. Les moyens et les outils qu'on a mis en place, des choses très, très simples, très pragmatiques, et puis bah, tout ce qui est solutions fondées sur la nature. Déjà, effectivement, ça a été dit par les autres intervenants, l'emprise, assurer la maîtrise foncière. Nous, on achète les terrains en bord de cours d'eau. Hein. C'est pas forcément on a la chance, enfin, on a des rivières avec des fortes pentes, donc on n'a pas besoin d'avoir forcément énormément d'espace en latéral. Avec 6 sur la Clamoux, voilà, entre 6 et 8 hectares du kilomètre linéaire. La rivière fonctionne très très bien, on a de très bons résultats en crue. Donc on rachète les bords de cours d'eau et on forme tout le monde. Moi, c'est ma marotte, je forme tout le monde. C'est maintenant une grosse partie de mon poste de chargé de mission hydromorphologie. La semaine dernière, j'ai formé les techniciens de la Chambre d'agriculture de l'Aude. On forme les associations naturalistes, les élus. Là, on s'attaque vraiment au monde agricole, au CAF coopératif, tout le monde. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les gens, il y a tout un tas de fantasmes et de choses qui ne sont plus comprises au niveau des rivières et que pour faire passer les programmes de travaux, faire comprendre à tous les acteurs et à tous les riverains ce qu'on fait sur les rivières et quoi la restauration hydromorphologique, on s'aperçoit que quand les gens ont un minimum de formation et de connaissances, après ça se passe, en tout cas pour nous, beaucoup mieux, quoi. Et puis après, les travaux sont extrêmement simples. Hein. On enlève les protections de berges. Et nous, on a la chance d'avoir des rivières très dynamiques avec des puissances spécifiques élevées et puis qui se refont bien toutes seules. Mais on leur donne quand même un petit coup de pouce. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on recrée des érosions. Facilite l'érodabilité du lit majeur, des anciennes terrasses alluviales. En fait, moi, je recrée des grandes érosions pour accélérer tous ces phénomènes de recharge sédimentaire. Pour que les gens n'attendent pas 20, 30, 40 ans que dès les premières crues morphogènes, les bénéfices soient là.
Là, cette année, on a fait un peu la synthèse de toutes ces années de partenariat avec les universitaires. Voilà, de vous donner voilà, un peu la synthèse de quelques résultats, notamment par rapport au suivi de la charge de fond des galets, notamment aux vitesses de déplacement. Moi, je pense que vraiment, le XXe siècle, ça a été un peu le siècle de l'accélération des sociétés humaines, et les rivières n'y ont pas échappé. On a transformé un peu nos rivières en Karcher, clairement, avec une accélération de tous les phénomènes. Et on s'aperçoit que là, par exemple, sur nos sites, les premiers sites de restauration hydromorphologique, donc maintenant qu'on 20 ans, on a une vitesse de déplacement des galets, là sur une période 2021-2022, donc avec une crue biennale, quelques jours de haute eau, de 7 mètres par an. Alors que sur les tronçons qui sont encore corsetés, vous voyez, c'est une moyenne 1470, 1058, 1 km, 1 km 5 par an. Donc, vous voyez la différence, quoi. Je pense que vraiment, pour nous, l'avenir, c'est de ralentir, et que la charge solide reste beaucoup plus longtemps au même endroit. Des analyses de lidar aussi, et qui sont bonnes. Voilà, on a maintenant sur notre site historique là, des Égadons, on est en exhaussement de plus de 3000 mètres cubes entre 2019 et 2021. Alors que, pareil, sur les tronçons de référence qui ne sont pas restaurés, qui sont encore corsetés, on est à moins 6444 mètres cubes. Il n'y a pas de secret, quoi. Voilà, juste un petit exemple de cartographie et d'analyse des levées lidar. Donc, en fait, tout ce qui est en rouge foncé, donc c'est les incisions, et en bleu foncé, les exhaussements. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, tant que vous êtes dans le chenal actif, enfin, en tout cas chez nous, mais je pense que c'est sur beaucoup de rivières, il y a une incision naturelle. Parce que nous, tout le fond du lit commence à bouger à 12-13 mètres cubes secondes, ce qui est ridicule. Enfin, c'est même pas un coup d'eau chez nous. Donc, de toute façon, naturellement, hors période de crue, il y a une incision naturelle du cours d'eau. Et après, en fait, l'exhaussement se fait sur les marges. Donc, du coup, si vous n'avez pas d'espace en latéral pour accueillir les sédiments et que vous êtes dans un cours d'eau corseté, en fait, sur un coup d'eau, tout va continuer à partir vers l'aval. Vous allez avoir aucun exhaussement parce que si vous êtes sur un coup d'eau de 30 mètres cubes par seconde, il faudra que vous redescendiez en dessous de 12 mètres cubes seconde pour que ça commence à déposer. Donc vraiment à la fin de l'hydrogramme de crue. Alors que là, quand vous avez de la place en latéral, vous pouvez stocker des matériaux. Et après, dès que vous aurez une crue un peu plus morphogène, ça va rebrasser le tout. Voilà, donc il y a vraiment ce double cycle, incision naturelle du chenal actif, dépôt sur les marges, et puis crue morphogène où tout est remanié. Voilà, donc on arrive un peu à la fin. Nous, ce qu'on a initié sur mon territoire dans la montagne noire, hein, donc est-ce que j'ai le... Il y a un petit pointeur laser, non? Ouais, c'est ça. Ah oui. Voilà, en fait, nous, ce qu'on a expérimenté, donc, c'est sur ce secteur-là. Et maintenant, en fait, comme on a des très bons résultats en crue, après, je ne reviens pas sur l'auto-épuration, la biodiversité, tout est lié, tout va ensemble. Hein. Maintenant, sur ces secteurs-là, on a du guépier, du rôlier, voilà, la biodiversité a explosé. Maintenant, le décline sur l'ensemble du département. Donc, vous voyez, c'est quand même, c'est pas anodin, hein, c'est quand même des kilomètres et des kilomètres de rivières qui sont en passe d'être restaurées. Et voilà. Voilà, les deux dernières slides. Par rapport aux freins et aux blocages qu'on a pu rencontrer pour mettre en place cette politique de restauration hydromorphologique et de gestion sédimentaire, ouais, c'est compliqué, quoi. Hein. Un parcours semé d'embûches, j'ai mis ça, mais ça reflète bien la réalité sociale.
Effectivement, surtout sur nos rivières extrêmement puissantes et dynamiques, quand vous enlevez les protections de berge, la population a peur que la rivière devienne incontrôlable, alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, ça se passe très très bien. Politique, pour lancer les élus dans l'acquisition foncière, ça a été compliqué au départ par rapport à la perte de foncier agricole, des choses comme ça. Temporel, c'est des solutions fondées sur la nature, alors qui sont très peu onéreuses, mais par contre, ça prend du temps. Il faut attendre les crues morphogènes. La photo que vous avez vue du site restauré, c'est 20 ans, 3 crues morphogènes. Donc, effectivement, il n'y a pas de temps de la rivière. Réglementaire, c'est compliqué aussi parce qu'en fait, nous, on est sur des rivières torrentielles à fort charriage. Donc, c'est vrai que la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, des fois, est nous pose parfois souci parce que comme on a des altérations hydromorphologiques extrêmes, les solutions sont aussi un peu extrêmes. Donc évidemment, il faut faire des dossiers qui sont à la hauteur des chantiers de restauration qu'on met en place. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez chronophage. Et puis avec des préconisations, nous, parfois, on juge assez irréalistes ou inapplicables, même un peu contre-productifs, parce que je vous donne quelques exemples, mais vous avez vu l'incision de l'Orbieu, hein, c'est -7, -8 mètres. C'est vrai que nous, voilà, en plus, c'est un territoire assez pauvre, le territoire de l'Aude, et on pense toujours, on est subventionné à 80%, mais il y a toujours les 20% d'autofinancement des maîtres d'ouvrage. Et pour restaurer des longs linéaires, si on fait de la recherche sédimentaire en direct, comme il se fait sur la Durance, voilà, il y a tout le problème du pourcentage de matière, de limon, de matière en suspension, de choses comme ça, et c'est compliqué, alors que bon, on sent bien que voilà, on a besoin de ne pas perdre de temps et d'avoir vraiment des chantiers de restauration à la hauteur des altérations, quoi. Environnemental, et je finirai et conclurai là-dessus. C'est vrai que on n'a pas eu le temps de poser beaucoup de questions à Hervé, mais c'était une des questions que je voulais lui poser à la base, parce que c'est vrai que par rapport au phénomène de rétractation des bandes actives, nous, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait encore des lits qui étaient très bien approvisionnés en gravier, mais en fait qui était dû aussi à l'homme, parce que je pense que c'était anormal. On avait des montagnes avec plus un seul arbre, donc on avait une surproduction de matériaux. Donc un équilibre, un profil d'équilibre qui s'était créé parce que on corsetait un peu les rivières, mais il y avait tellement de production de matériaux que ce phénomène a marché. Enfin, je veux dire, l'équilibre a marché pendant des siècles. Sauf que quand il y a eu des grandes campagnes de reboisement entre la fin du 19e et l'entre-deux-guerres, maintenant tout est reboisé. On a peu d'arrivées de matériaux. Toutes les bandes actives ont été gagnées par les boisements de berre, enfin les forêts alluviales, les ripisylves. On a quand même parce que c'est un département avec une très forte biodiversité, l'Aude, des espèces patrimoniales, par exemple comme la loutre. Et nous, clairement, on voit tout l'hydrosystème, la qualité du milieu qui se dégrade. Et en même temps, il y a des mesures de protection sur des espèces phares, par exemple la loutre, ce genre de choses. Alors que vous avez vu, la loutre, elle est présente sur l'Orbieu, on a des kilomètres linéaires sur le substratum. Donc, dégringolade des populations piscicoles. Et c'est vrai qu'on essaye de on met un peu sous cloche certaines espèces, alors que nous, c'est l'ensemble du milieu qu'on aimerait sauvegarder et réhabiliter pour toutes les espèces. Et pour ce faire, on est obligé effectivement des fois d'abattre des forêts alluviales, de la ripisylve. Moi, j'abats des linéaires de ripisylve, je dessouche, je décompacte pour favoriser l'érodabilité. Et ça, c'est vrai que entre les acteurs, ça serait bien qu'il y ait une meilleure synergie, que tout le monde aille dans le même sens, et de comprendre que c'est l'écosystème entier qui doit être restauré et pas la protection juste de quelques espèces qui, à la fin, pâtiront de la dégradation de l'écosystème. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mathieu. Bon, je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur ces questions réglementaires dans l'après-midi. Est-ce qu'il y a des questions qui suscitent l'exemple de l'Aude?
Si, moi je vais peut-être t'en poser une. Tu nous disais que cette dynamique foncière, là, elle a été longue. Aujourd'hui, vous en êtes où? Si vous faites le cumul de ce que vous avez enclenché, puis le rythme dans lequel vous rentrez, voire les objectifs que vous avez, ça représente combien? Ouais. Voilà, nous, c'est des drains assez courts, hein. C'est là, les affluents dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'ils font 30-40 km avec une partie bon, gorge, une partie alluviale qui fait la moitié. Donc, par exemple, sur la Clamoux, on a restauré, je pense, 15 km, on a restauré 70-80% du linéaire, enfin, qui est en attente de crue morphogène, mais les acquisitions foncières ont été faites, ça se passe bien. Les autres syndicats s'y mettent juste depuis quelques années. Bon, il a fallu attendre un peu l'effet boule de neige et puis montrer la preuve par l'exemple, hein, pour qu'ils s'inspirent de ce qu'on avait fait dans notre territoire. Bon, là, j'ai passé un peu vite les conclusions. Je le dis quand même juste 30 secondes. Nous, notre prochaine piste de travail, maintenant qu'on a travaillé sur le trop d'eau et les inondations, ça va être sur le manque d'eau. Parce que vous connaissez la situation autour du pourtour méditerranéen. On est dans des sécheresses extrêmes. Là, actuellement, on est en février. Il y a la moitié du département qui est en vigilance renforcée. On n'a même pas le droit d'arroser. Enfin, on a le droit d'arroser que la nuit. Bon, alors l'hiver, on n'arrose pas, mais on va avoir un été très très compliqué et l'est du département, on est carrément en crise. Voilà, de toute façon, vous avez vu ce qui se passe en Catalogne, dans les Pyrénées-Orientales, c'est catastrophique. Donc nous, le prochain gros axe de travail, c'est vraiment de montrer la relation entre rehaussement des lits fluviaux et rehaussement de la nappe. C'est vraiment une piste de travail et je pense que ça commence chez nous dans le sud, mais tout le monde y viendra et nous enjoint vraiment de mettre ça dans vos programmes et quand vous faites de la restauration hydromorphologique, toujours de prévoir quelques piézomètres dans les cahiers des charges. Oui, moi, j'ai une petite question. Tu as beaucoup parlé d'acquisition foncière. Est-ce que vous avez aussi mis en place des conventionnements d'utilisation de parcelles riveraines avec certains agriculteurs, par exemple? Alors, non, parce qu'en fait, nous, ça pourrait marcher uniquement sur la partie ouest du département Lauragais, donc des rivières à influence océanique, atlantique, avec des débits de crues moins torrentiels. Le problème, c'est que nous, à partir du moment où on fait de l'acquisition et qu'on donne de la mobilité au cours d'eau, ça devient un champ de cailloux. Clairement, on retrouve très vite des bancs d'alluvions, de la grave. L'agriculture n'est plus possible. Clairement, il faut être honnête. En même temps, il y a tellement de retombées économiques. Vous avez vu l'état des parcelles agricoles, hein. Je veux dire, l'état des vignes quand on a des crues. Avant, on avait une crue tous les 20-30 ans. Économiquement, c'était rentable de repalisser, de remettre en état les vignes. Quand vous avez une crue tous les 5 ans, c'est plus du tout rentable. Et je pense que voilà, ça rend tout un tas d'autres services. On a beaucoup moins de dégâts. Toutes les érosions, les dépôts, avant on dépensait de l'argent pour refaire des stabilisations de berges et tout, ça avait quand même un gros coût économique. Maintenant, ça ne nous coûte plus rien. Voilà, donc ce qu'on a perdu d'un côté, on l'a largement regagné de l'autre. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et pour la maîtrise foncière, on a passé tout un tas de conventions, des barèmes pour les rachats des vignes avec Chambre d'agriculture, SAFER. On essaie de faire une synergie d'acteurs sur le territoire.